Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Accusation sur une supposée présence de Wagner au pays des hommes intègres. Nous reviendrons sur cette sortie du président ghanéen cette semaine même. Quelles peuvent en être les implications ou les enjeux? Décryptage dans quelques instants. Et puis, 5e édition du Financial Africa Awards, le président du comité exécutif de BBS Holding, Haruna Nikema, a été désigné Chief Executive Officer, CEO de l'année 2022 pour l'Afrique. Il sera avec nous sur ce plateau pour un échange, histoire de mieux le découvrir pour certains, pour mieux le connaître pour d'autres. Et puis Qatar 2022 pour terminer, l'Argentine sacrée champion du monde. Aux dépens de la France, une finale âprement disputée sur laquelle nous allons revenir dans la dernière partie de ce JDS, le journal du dimanche au soir, avec le monsieur sport, Claude Romba. C'est le déroulé pour ce qui est de ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous nous disions en titre, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé mercredi dernier que le Burkina Faso avait, je cite, conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner. Je crois, et c'est ce qu'il disait, qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme une forme de paiement pour leur service. Aujourd'hui, et pour le rappeler, cela avait été affirmé aux États-Unis avec le secrétariat d'État américain Anthony Blinken. Et je le rappelle aujourd'hui, quel regard pourrons-nous avoir sur ces allégations et puis quelle lecture faire de tout cela? Ça sera dans un échange. Mais avant, on vous propose ce retour justement sur ces propos. You were part of the meeting. Les mercenaires de la société privée Wagner, présents au Burkina Faso, si à Ouagadougou, l'on s'interroge toujours, le président ghanéen, lui, l'affirme. Le président Nana Akufo-Addo a indiqué mercredi 14 décembre que le Burkina Faso a conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces. Le Burkina Faso a désormais conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le secrétaire d'État à Washington en marge du sommet États-Unis-Afrique. Toujours selon le président ghanéen, une mine dans le sud du Burkina aurait été allouée comme une forme de paiement pour leurs services. Ce vendredi 16 décembre, l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, Boniface Gambila Adagbila, a été convoqué à une audience urgente au ministère des Affaires étrangères sur la question. C'est ce qu'a rapporté l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Toujours selon les informations de l'AIB, le Burkina Faso a également rappelé le général Pegonoma Zagré, son ambassadeur au Ghana, pour consultation. Du côté des autorités burkinabées, l'on se garde jusque-là de tout commentaire sur la déclaration du président ghanéen. Une déclaration qui intervient alors que le premier ministre maître Apollinaire Kyelem de Tambela était en visite en Russie depuis le 8 décembre dernier. Certes, la volonté des autorités burkinabées à diversifier les partenaires dans le domaine militaire est clairement affichée. Mais aucune présence de la société Wagner n'est encore annoncée par les autorités. Et la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, à l'issue d'une audience en octobre dernier avec le capitaine Ibrahim Traoré, avait déclaré avoir l'assurance de ce dernier de ne pas avoir recours à Wagner. En attendant la réaction des autorités burkinabées, cette déclaration du président ghanéen sème une bruit sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Et de réactions justement, il y en a eu puisque le Burkina Faso a convoqué vendredi l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Je vous propose d'écouter les déclarations de Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué chargé de la coopération régionale, juste après le dernier conseil des ministres. Ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Et face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana à Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge
très grave les propos venant d'un chef d'État, de surcroît d'un pays ami voisin, mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondément affecté par ces propos de son Excellence M. Nana Addo, parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il eût fallu qu'il parle plus de la famille et de la communauté de destin et de défis qui lient les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos, et donc nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ce dossier. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Retour sur ce plateau pour aborder justement cette question qui a fortement marqué cette semaine sur le plan politique, on dira comme ça. J'ai sur ce plateau avec moi Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Bonsoir. Bonsoir, M. Baha. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être là. Merci. J'ai aussi Ono Pépin, qui est sociopolitologue, chercheur au CNRST. Docteur Ono Pépin, merci d'être avec nous. Oui, merci. Bonsoir. Alors, on est déjà de plein pied dans le sujet avec les deux reportages que nous avons eu à partager. D'abord, les accusations qui sont tombées. Celle du président ghanéen. Il n'y est pas allé du dos de la cuillère. Il a affirmé la présence de Wagner. Maintenant, sur les questions de, comment dire cela, des rétributions, il a employé le conditionnel pour dire aurait en échange donné une mine et tout et tout. Je vais commencer par Almissi Ouedraogo, le capitaine de police à la retraite. Vous avez tous suivi cette actualité. Vous, comment est-ce que cette nouvelle, vous l'avez accueillie? Merci, M. Baha. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable qu'une personnalité de son rang puisse se prêter à une telle déclaration. Parce que, comme nos parents nous enseignaient, nous éduquaient, alors l'homme, pour être complet, il faut savoir retourner sa langue au moins 1001 fois avant de sortir un mot. Parce que la langue est une arme puissante de destruction. Alors, donc, de ce point de vue, déclarer que Wagner a pris à pion sur rue au niveau de notre pays, je n'ai pas la même lecture. Déclarer aussi, même si c'est au conditionnel, qu'une mine, notamment, c'est-à-dire qu'il doit avoir fait allusion à la mine de Yimiougou, voilà, qui a fait l'objet d'octroi de permis d'exploitation au dernier conseil de ministres. Mais par rapport à ça, moi j'ai une autre lecture, comme je l'ai dit. J'ai eu quand même à gérer un peu la question minière, surtout le volet sécuritaire, si bien que je ne suis pas totalement étranger de cette question-là. La mine de Yimiougou, concédée à la société Bissau Gold, a toute une histoire. Déjà en avril 2016, je dis bien en avril 2016, même si le Burkina était déjà pris à partie par des groupes armés terroristes qui faisaient des attaques ça et là, il n'était pas question de Wagner, il n'était pas question de Russie, il n'était pas question de varier des partenaires. Alors, donc, la question, véritablement, ne se posait pas. Alors, donc, déjà, là, en avril 2016, il y a eu une réunion avec les ressortissants du village de Yimiougou et les responsables de Bissau Gold. Je parle sous le contrôle, bien sûr, des responsables de la société Bissau Gold et aussi sous le contrôle du ministère des mines. Alors, mais en son temps, puisque j'étais responsable au niveau de Ouaga, chargé donc de suivre les questions sécuritaires au niveau des mines, alors j'ai un compte rendu de cette réunion-là avec les ressortissants du village de Yimiougou, et il était question donc de ce projet minier concernant leur village. Déjà. Donc ce n'est pas nouveau. Bissau Gold est géré par Norgold. Norgold est une société de droit russe. Et Bissau Gold est né justement de l'exploitation de Taparco. Taparco, c'est la société Somita, mais le grand chapeau qui chapeautait au niveau de Taparco, c'est naturellement Norgold.
Nord-Gold, qui a exploité, c'était la première mine concédée à Nord-Gold au niveau de Taparco, et à l'exercice donc de l'exploitation de cette mine, eh bien, ils ont pu générer des bénéfices au point de pouvoir ouvrir Bissagold, et ainsi de suite. Et pendant que Bissagold était en exploitation, alors il y a eu des sites d'extension. Et les sites d'extension, Yimiougu faisait partie. Karantenga, dans le département de Guibaré et autres. Alors donc, pour ne citer que ça. Alors donc, dire que le Burkina a concédé une mine d'or pour rétribuer la société privée militaire qu'on appelle Wagner, je m'inscris en faux. Voilà, je m'inscris en faux parce que les faits sont là. C'est même documenté. Voilà, moi c'est le compte rendu de cette rencontre qui a eu lieu en avril 2016. Alors donc, quand on est à ce niveau de responsabilité, il faut savoir souvent peser le pour et le contre, aller à la source souvent. Et même, je ne pense pas que la question qui les a réunis au niveau des États-Unis a pour thème les mines du Burkina, la position du Burkina par rapport à Wagner. Je ne pense pas que c'est cela qui les a amenés aux États-Unis. Alors, donc, comme on le dit, chacun devait gourir pour pédaler son vélo. D'accord. Merci. Donc, réaction aussi, comme l'a partagé tout à l'heure Amissi. Oui. Vous, quand vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce que ça vous a évoqué, là, juste? Bon, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sidéré et étonné à la fois. Parce que je me suis posé la question de savoir, mais finalement, qui a demandé à ce président de parler du Burkina? Est-ce que les autorités américaines l'ont demandé de faire un compte rendu sur la situation sécuritaire au Burkina? Je me suis posé la question, comment un chef d'État peut aller dans un autre pays et puis se mettre à faire ce que je peux appeler la délation, sinon même la dénonciation calomnieuse? Parce que l'intention ici c'est quoi? C'est nous mettre en conflit avec certains partenaires, c'est ce que ça veut dire. Sinon moi je ne vois pas l'intérêt d'aller aux États-Unis et commencer à s'ingérer ici dans les affaires intérieures d'un pays souverain comme le nôtre. Je ne comprends pas cet exercice. Voilà. Donc, c'est comme il a évoqué, et je trouve ça assez grave parce que, quand même, quand on essaie de voir un peu dans le passé, le Burkina et le Ghana, quand même, ont toujours eu des relations paisibles. Et le lien qui nous unit, les liens qui nous unissent du moins à ces populations-là, ce n'est pas comme certains pays ont dit non, nous sommes liés par la géographie et par l'histoire. Nous, nos ancêtres, sont au Ghana. C'est très important. Nous sommes liés par la tradition. Combien de communautés de ce pays-là sont originaires du Ghana, du Dagomba? Et c'est avec l'instabilité politique et institutionnelle du Dagomba que certains peuples ont migré vers le Burkina Faso. Donc nous sommes liés par un cordon ombilical. Ça c'est très important à rappeler. Ce n'est pas l'histoire et la géographie, comme on le dit avec certains pays. Donc du coup, nous avons eu vraiment des relations de fraternité très exemplaires avec le Ghana. Et brusquement, on voit un président qui surgit comme ça et puis qui commence à perturber vraiment ces liens multiséculaires que nous avons avec cet État voisin. Donc c'est dommage qu'on puisse arriver à cette situation. Et maintenant, ce qui m'intrigue le plus et même qui me déçoit, c'est qu'il ne tient même pas compte du fait que nous partageons le même espace communautaire. Nous sommes tous membres de la CEDEAO. J'aurais pu comprendre si c'était à une instance de la CEDEAO qu'il évoquait ce problème. Là encore, je peux comprendre que c'est dans un cadre communautaire. Mais quitter son continent et aller dans un autre continent, mais pour faire de la dénonciation calomnieuse, vraiment, je suis sidéré. À ce niveau de responsabilité, je ne pense pas que ça puisse servir ici les intérêts des deux pays. Docteur, ce que vous dites est très intéressant, mais quand on se rappelle, c'était le 23 novembre, il y a juste quelques semaines, le Burkina était d'ailleurs justement bien représenté à Accra, sur l'initiative d'Accra. Et il y avait même un délai de 1 mois pour mettre en place la force conjointe comme il l'appelait. Et puis après on a entendu qu'il devait avoir 2000 qui devaient être déployés au Burkina. Il y a le démenti qui a été celui du gouvernement et tout. Mais en ce moment, avec le Burkina, donc le Ghana et les autres, c'était vraiment une question de partenaires privilégiés sur la question du terrorisme. Quand vous regardez dans tout ça, est-ce qu'il y avait un genre d'élément au moins annonciateur qui pourrait permettre de comprendre
qu'il y ait une accusation qui soit à ce niveau-là et à ce degré-là. Oui, mais justement, c'est là où vraiment il y a toute une rupture dans la logique. Il y a une rupture dans la logique. Parce que déjà, je peux dire qu'on était dans un processus de mise en commun de nos efforts, et comme vous venez de le souligner, pour faire face au terrorisme qui nous assaille de part et d'autre. Mais je ne comprends plus que le président ghanéen tourne dos à cette initiative pour aller faire de la dénonciation quelque part. C'est là où moi ça me peine beaucoup, parce que je ne sais pas quel est l'objectif qui est visé. D'accord. Je ne sais pas, mais la conséquence est que qu'il laisse ça comme objectif ou pas, ça devient ici une sorte de dénonciation calomnieuse, parce que tout de suite c'est pour lui mettre à dos certains partenaires. On viendra d'ailleurs sur les conséquences possibles. Moi je vais revenir vers Amisi Ouedraogo. Dans les raisons qui ont été avancées, le président ghanéen dit qu'il y a des forces, donc Wagner, qui sont à ses frontières. Il est inquiet parce qu'il y a eu sa position qui a été très tranchée sur la crise russo-ukrainienne. Et donc, il craint forcément qu'il y ait un effet pervers ou bien qu'il ait à payer pour les positionnements qu'il a eu. Il sait que si la Russie est proche de ses frontières, on peut lui faire payer ses positionnements qui étaient vraiment anti-russes. Pour vous, ça suffit? Je ne peux pas dire que ça suffit, puisque dans tous les cas, même si lui, il est dans une position de crainte, de voir le groupe Wagner à ses frontières, en attendant, ce n'est pas au niveau de ses frontières avec notre pays. Puisque nous n'avons pas de Wagner, nous n'avons pas accueilli un quelconque groupe se réclamant de ce fameux Wagner. Alors donc, il n'a pas à s'inquiéter vis-à-vis de notre pays. S'il a peut-être à s'inquiéter, c'est peut-être d'ailleurs, mais pas nous. Nous n'avons pas de Wagner, donc même si sa position est tranchée par rapport... Vous dites qu'on n'a pas de Wagner, ça veut dire que vous êtes affirmatif. Ce qui est donné ici et ce qu'il vient de dire, ça ne peut pas être vrai. Je suis burkinabé, et même si je ne suis pas à la pointe des informations, ça m'étonnerait que le groupe Wagner arrive au Burkina, soit accueilli au Burkina, et même déployé quelque part vers la frontière du Ghana, ou même du coup au niveau du Burkina tout court, et que ça fasse l'objet de déclarations de la part d'un pays voisin. Alors donc, si c'était le cas, vous-même, vous êtes journaliste, vous allez savoir. Vous allez savoir que le groupe Wagner est là. Au Mali, il est question de groupe Wagner, tout le monde en parle. Oui, mais le problème même, c'est qu'au Mali, c'est encore un débat, puisque les autorités maliennes disent qu'il n'y a pas Wagner chez nous. C'est ce qu'ils disent jusqu'à aujourd'hui. Alors, le groupe Wagner n'est pas au Mali, tout le monde en parle au Mali là-bas, et ça traverse les frontières, mais c'est qu'au niveau du Burkina, le débat n'était pas quand même n'était pas dans la rue. Même si de temps en temps, il y a des gens qui réclament Wagner, mais ce sont des manifestations de rue, et sans véritablement d'effet. Voilà. Alors donc, moi je ne le suis pas dans sa crainte, parce que visiblement il n'a pas à avoir des craintes par rapport au Burkina concernant ce groupe Wagner. Voilà. Et nous sommes un pays souverain, comme il l'a dit. Si Wagner devait arriver au Burkina, est-ce que nous avons besoin de prendre langue avec le Ghana avant de faire venir Wagner? Je ne pense pas. Nous sommes libres de faire venir Wagner, et le Ghana est libre aussi de se protéger par rapport à ses craintes. Voilà. Donc, moi, c'est mon avis, et je ne pense pas que présentement il faille parler du groupe Wagner, notamment sa présence quelque part au Burkina. Je ne pense pas. Mais quand vous le dites, moi je veux bien que vous affirmiez vos convictions pour qu'on soit clair. Oui. Vous dites il n'y a pas Wagner, mais pour vous aussi, c'est qu'il ne devrait pas y avoir Wagner ou quoi? Non, je ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir. D'abord, je ne suis pas au niveau des instances décisionnelles pour dire qu'il n'y aura pas Wagner. Dans tous les cas, même si, voilà pourquoi je disais que même si le Burkina a, à un moment donné, décidé donc de faire appel à Wagner, ça relève de sa souveraineté. Mais ça ne devrait pas... Pour vous, ça devrait se faire aussi au vu de tout le monde, ou ça devrait être discuté avant? Bien sûr, si Wagner doit venir, les Burkinabés doivent être au courant.
Parce que quand même, ils vont opérer où? Ils vont opérer sur le territoire national. Ce qui veut dire qu'ils auront affaire à nos populations. Oui, alors donc si ils viennent pour notre population, ils ne doivent pas venir en catimini opérer dans, c'est pas moi, dans le secret. Donc ça doit être connu. Et je sais que si d'aventure ça doit se faire, c'est pas le peuple burkinabé qui sera le dernier à être informé. D'accord. Je reviens avec Dr Olo Pépinière. Ce qu'il pose, c'est un autre niveau du débat. Parce que il y a l'accusation qui est portée par le Ghana. Oui. Maintenant, il y a ce qui pourrait être les enjeux. Si c'est vrai, ça aussi c'est une autre réalité. Ou bien, bon, on peut dire qu'on peut avoir des doutes, mais il y avait cet appel clair à ce qu'il y ait des fausses. Il y a plutôt l'option russe qui soit bien entrevue, comme au niveau du Mali. Et au Mali, on parle de Wagner, ils disent c'est pas Wagner, ils traitent avec les Russes, mais dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, même pour une certaine opinion burkinabé, Wagner même ne dérange pas. Mais ce que vient de dire le président ghanéen, ça sonne pour certains comme une confirmation. Mais en même temps, ça pose certaines questions. Est-ce que ça doit faire l'objet préalablement de débats ou d'informations, ou bien ça pourrait se faire sur le leadership sans autre forme de procédure du président et de son gouvernement? Ok, donc moi je ne m'intéresse pas de savoir si Wagner est au Burkina ou pas. Pour vous, c'est pas... Non, pour moi, c'est pas opportun de chercher à savoir si Wagner est là ou pas. Mais dans la mesure où ceux qui dirigent ce pays sont souverains. Maintenant, s'ils pensent que en renforçant les relations de coopération avec d'autres pays, ça peut permettre à nos forces de défense et de sécurité d'accroître leurs capacités opérationnelles, moi je trouve absolument aucun inconvénient à ce niveau. Voilà. Et si aussi nous réclamons du matériel pour le combat, mais il faut vous dire que on ne peut pas nous envoyer du matériel aussi sans accompagner ici des techniciens, des instructeurs pour apprendre à nos FDS à manipuler ici ce matériel. Ça au moins c'est clair. Ce sont même des obligations internationales. Oui, et même ça fait partie même des contrats quand on veut. Voilà. Donc on vous envoie le matériel, mais il faut des gens capables de vous montrer comment manipuler ce matériel. Maintenant, si c'est ça que des gens vont qualifier de Wagner, bon, moi je ne sais pas. Je ne rentre même pas dans ce débat, je ne sais pas savoir. Mais ce qui m'inquiète et ce qui me pose problème, mais je n'arrive pas à comprendre comment, quand on évoque le cas de la Russie ou de Wagner, mais ça inquiète même des gens plus que les groupes armés djihadistes eux-mêmes. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ceux qui doivent s'inquiéter, c'est les groupes djihadistes qui doivent s'inquiéter parce que c'est eux qui sont concernés. Mais je ne comprends pas que quand on dit la Russie, Wagner, mais il y en a qui ne sont pas djihadistes, mais ils sont plus inquiets même que les djihadistes eux-mêmes. Moi, je ne comprends pas cette logique. Je me pose cette question. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des schémas, qui sont dans des projets, de sorte qu'ils redoutent la présence de la Russie sur le territoire, parce que si la Russie est là, leur projet sera mis en échec. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que certains sont plus inquiets même que les djihadistes qui sont concernés par la question. Ok, maintenant, si Wagner devrait venir, est-ce qu'il ne fallait pas mettre en débat la question, ou je ne sais pas, ou bien peut-être une autre procédure. Bon, compte tenu du fait que nous sommes dans une situation de guerre, nous sommes dans une situation de conflit, mais je me dis que forcément il doit y avoir des secrets militaires aussi. En matière de combat et en matière militaire, ce n'est pas aussi tout qu'on met au grand jour. Je ne suis pas du corps, mais je sais que en ce qui concerne en tout cas les questions de défense et de sécurité, on ne peut pas se permettre d'étaler tout ce qu'on fait et tout ce qu'on veut, et même là où on veut. Voilà. Ça, c'est des précautions. Mais maintenant, dire par exemple que non, peut-être il fallait mener le débat au niveau du Parlement et pour que, je ne sais pas, pour que les députés délibèrent de la présence ou non d'une force quelconque. Mais jusqu'ici, nos autorités ne nous ont pas dit, en dehors de ce que le président ghanéen a dit, sans pour autant apporter la preuve, on attend qu'il apporte la preuve. Nous n'avons pas encore les éléments tangibles qui montrent qu'effectivement, il y a une force étrangère sur notre territoire.
Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas, à travers ces accusations, un peu mettre à mal aussi le discours burkinabé? Rappelons-nous, je le rappelle encore, qu'après le 23 novembre, il y a eu l'annonce de 2000 soldats au Burkina Faso. Et le président, le gouvernement avait apporté un démenti de façon claire, parce que ça avait été même rapporté sur le nom de la télévision nationale. Et le démenti a été clair. D'abord, il n'a jamais été question de l'envoi, et c'est le terme qui a été choisi, de soldats étrangers sur le sol burkinabé. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, c'est que le Burkina fait confiance en ses FDS, en ses VDP. C'est bien pour cela qu'il a lancé d'ailleurs la vaste opération et tout. Et donc, ça, c'est l'affirmation de compter sur son offre domestique. Donc, quand quelqu'un dit « je ne suis pas prêt pour ça », et selon le président ghanéen, il fait appel à Wagner, c'est comme une accusation qui vient déconstruire le discours qu'on a eu. Quelle réaction vous avez à cela, Al-Missi? C'est vrai, effectivement, c'est comme si on veut d'une chose et son contraire. Et je ne pense pas que le discours burkinabé a deux tons. Je ne pense pas. Voilà, c'est un ton unique. Et moi, je sais que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucun intérêt à avoir deux tons. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de raser les murs, de contourner, de garder le secret. Non, puisque dans le cas, si c'est des étrangers qui doivent venir. Et d'ailleurs, la question n'est pas tranchée. Parce que vous savez que nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord que des étrangers viennent nous aider à libérer notre territoire. Non, il faut compter sur nos propres forces. Nous avons besoin peut-être d'équipement, nous avons besoin de l'engagement de tout le monde, de tous les fils et filles de ce pays, et pour se battre véritablement. Et avec certainement, sur la main de Dieu, nous allons pouvoir libérer nos espaces et pouvoir réinstaller nos populations qui sont en déplacement, qui sont des déplacés internes. Voilà. Donc je ne pense pas que le Burkina a intérêt à avoir deux discours par rapport au même problème. Si le gouvernement, la position du gouvernement a été claire par rapport à l'envoi des 2000 soldats de l'espace CEDEAO, je crois, et que, après ça, le président ghanéen déclare que nous avons accueilli le groupe Wagner sur notre sol, alors que le groupe Wagner, ce ne sont pas des Burkinabés, vous voyez? C'est comme ce que vous venez de dire, c'est déconstruire le discours burkinabé. Je ne pense pas que le Burkina est dans cette position-là. Je ne pense pas. Nous sommes dans une position de faire en sorte que l'engagement des fils et filles de ce pays puisse être réel et que nous puissions aussi nous battre pour avoir le matériel nécessaire. Voilà. Et nous engager résolument dans la conquête de nos pans de territoire perdus. Voilà, je pense que c'est l'essentiel et véritablement c'est la direction vers laquelle tout le monde doit s'orienter. D'accord. Oui, allez-y. Même par rapport à ça, mais si déjà il y a 90 000 volontaires mobilisés pour la patrie, mais pourquoi encore faire venir une force étrangère? Ce qu'il faut là, c'est l'équipement. Je ne vois même pas l'opportunité de faire venir une force étrangère pour combattre à notre place. Je ne vois pas l'opportunité. Au moment où déjà le gouvernement voulait 50 000 et ça a doublé 90 000. Mais pourquoi faire venir des forces étrangères? Comme il a dit, ce qu'il faut, c'est l'équipement pour ces forces combattantes-là. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment la hantise même de la Russie, c'est-à-dire qui amène tous ces discours, toutes ces gesticulations et autres-là. Le problème, c'est le rapprochement ou le renforcement de la coopération avec la Russie qui pose problème. Parce que, comme vous l'avez dit, on est dans un contexte de géopolitique où la zone sahélienne fait l'objet ici de tentatives d'influence de part et d'autre. Donc, du coup, la Russie étant un poids lourd, mais si nous nous rapprochons de la Russie, mais ça fait grincer des dents quelque part. Maintenant, c'est comme je dis, il y a toujours une rupture dans la logique quelque part. Mais quand on lui dit non, et voilà, ce sont des mercenaires, Wagner, bon, moi, ils ne savent pas savoir s'ils sont des mercenaires ou pas. Mais c'est comme on le dit, mais quand quelqu'un se noie, il peut s'accrocher même à la queue d'un caïman qui passe. Mais nos partenaires historiques, s'ils peuvent nous empêcher d'aller vers des forces comme Wagner et autres, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça allait nous éviter ici d'aller vers d'autres partenaires qui sont mal vus par d'autres. Et en plus de ça, ce que je ne comprends pas, lorsque nos anciens combattants partaient combattre en Europe, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où ils ont contribué à débarrasser l'Europe du nazisme,
Ils avaient quel statut? Ce n'étaient pas des Français. Quel était leur statut? Moi, mon grand-père maternel, mon grand-père paternel ont été anciens combattants. Ils ont combattu pour libérer l'Europe du nazisme. Mais ils sont revenus au Burkina. Ils avaient quel statut? Ils n'étaient pas français. C'était des voltaïques qu'on a menés combattre en Europe. C'était des mercenaires ou ce n'était pas des mercenaires? Puis ce n'étaient pas français. Et ils sont allés combattre aux côtés de la France. Mais ça n'a pas posé de problème. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi maintenant, si de façon souveraine, nos autorités décident d'aller vers d'autres partenaires, mais que des gens voient ça d'un mauvais œil, alors que notre histoire ici nous renseigne que des voltaïques ont quitté ici le continent pour aller mener des combats dans un autre continent et libérer ce continent de la domination nazie. D'accord. Maintenant, la dernière question qu'on pourrait se poser sur ce chapitre-là, pour terminer d'ailleurs, c'est quelles peuvent être les conséquences des accusations portées par le Ghana? Parce que vous l'abordiez déjà au début, j'ai dit, bon, on pourra revenir là-dessus. Oui, les conséquences, c'est que ça va fragiliser ici les rapports entre les États. Voilà, je ne parle pas des rapports entre les peuples, parce que les rapports entre les peuples sont d'autres types de rapports, voilà, liés par la tradition, la coutume, l'histoire. Et comme je l'ai dit, nos ancêtres sont au Ghana et nous sommes liés par un cordon ombilical avec ce peuple-là. Mais ça peut en tout cas refroidir donc, les relations de voisinage, de bon voisinage entre États, je dis bien entre États, mais pas entre communautés, entre peuples. Voilà. Parce que cette déclaration vraiment est lourde de conséquences. Voilà, en ce sens que tout de suite, ça peut braquer certains partenaires contre nous, déjà qui s'inquiétaient même des revendications qui étaient portées par une certaine frange de la jeunesse qui revendiquait bruyamment le renforcement de la coopération avec la Russie. Et que déjà, on voyait ici certaines personnalités qui commençaient déjà à nous demander si nous allons faire venir Wagner ou pas. Voilà. Donc, du coup, ça peut avoir des conséquences diplomatiques à un niveau beaucoup plus élevé qu'on puisse le penser. Et ce qui n'est pas intéressant. Voilà. Et c'est pour ça, je trouve que c'est une démarche calomnieuse. Voilà. Et les ambassadeurs ont été rappelés, l'ambassadeur du Ghana qui a été interpellé ici, le nôtre aussi au Ghana. Et donc déjà, ça veut dire que notre diplomatie, ou du moins nos relations de bon voisinage ici, ont déjà pris un coup. Et ce que je souhaite est que les autorités burkinabées et du Ghana puissent vraiment trouver une solution à ce coup diplomatique-là, pour nous permettre ici d'avancer. Mais quelle peut être la solution? Parce qu'on a vu les réactions qui ont été très, très rapides, notamment pour la partie burkinabé, au regard de la gravité des propos qui ont été tenus. Vous le disiez tout à l'heure, rappel de l'ambassadeur du Burkina au Ghana et la convocation de l'ambassadeur du Ghana ici. Après, qu'est-ce que ça peut être comme suite? Mais en diplomatie, lorsque à un certain moment on se rend compte que on a posé des actes désagréables ou du moins des actes qui portent préjudice aux bonnes relations de voisinage ou du moins aux bonnes relations de coopération entre États. Mais ce qu'on demande, c'est de présenter des excuses, simplement. C'est de présenter des excuses. Maintenant, si la partie ghanéenne ne reconnaît pas que l'acte qui a été posé est vraiment préjudiciable à notre État, et là en ce moment ça peut cristalliser ici les positions. Voilà, ça peut créer des pôles, ce qui n'est pas intéressant du tout, et je ne pense pas que ça puisse nous servir aujourd'hui, et c'est une façon de nous faire disperser et de nous faire gaspiller de l'énergie inutilement, alors que nous avons besoin de canaliser nos efforts vers donc, la lutte pour la sécurisation du pays. Et donc, du coup, je me dis qu'à un niveau institutionnel beaucoup plus diplomatique, et quand même des arrangements peuvent être trouvés à l'amiable pour qu'on puisse dépasser cette situation. D'accord. La même question, la dernière pour M. Ouédraogo. Quelles peuvent être les conséquences? On a
entendu dans ce qu'il y avait comme point compte rendu fait de la rencontre entre le ministre délégué à la coopération régionale et l'ambassadeur du Ghana au Burkina, et qui a rappelé que pour l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, il y avait le conditionnel qui avait été donc utilisé, donc relativisant un peu les propos, mais on sent que c'est perçu par la partie burkinabé comme déjà assez grave. Quelles peuvent être les conséquences? C'est comme il venait de le dire, la conséquence effectivement au niveau du politique, au niveau des deux pays, c'est-à-dire les autorités ghanéennes et les autorités du Burkina Faso, c'est sûr que s'il n'y a pas tout de suite présentation des excuses, puisque véritablement nous avons été quand même touchés, voilà, nous avons été touchés de plein pied, et puis ça c'est cette nature à nous desservir, à desservir les intérêts du Burkina. Ça, on n'a pas besoin d'aller consulter des experts pour le savoir. Voilà. Alors donc, une telle démarche qui dessert vraiment les intérêts du Burkina, ça ne peut pas être applaudi. Et c'est sûr que si au niveau de la partie ghanéenne aussi, les gens n'essaient pas de raisonner le président pour lui dire que là, il est quand même, il est quand même passé à côté de la plaque pour que, on dit une faute pardonnée à chose, reconnue à moitié pardonnée. Alors donc, je pense que, vu les relations qui nous unissent, je pense que si il y a des présentations des excuses, je pense que la partie burkinabé pourra prendre acte et puis voir aussi comment faire pour que les fils conducteurs du point de vue des relations de coopération et de tout, qui sont quelque peu distendus par rapport à cette déclaration du président ghanéen, s'il y a présentation des excuses, je pense que ces fils conducteurs-là pourront être rapprochés. Voilà. Sinon, ce n'est pas du tout intéressant. Voilà. Je connais bien le Ghana. Le peuple ghanéen ne peut jamais être opposé au peuple burkinabé et vice-versa, parce que comme il l'a dit, nous sommes liés par un cordon ombilical et c'est très fort. Voilà. Quand vous parlez de Mampoursi, vous parlez de Dagomba, en fait, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. Vous prenez Moussi, il n'a pas un autre ancêtre venu d'ailleurs, c'est pas le Ghana, c'est le Ghana. Et les Koussassi, nous en avons aussi. Il y a une partie au Burkina, il y a aussi une partie au Ghana. Alors donc, véritablement, je sais que des déclarations comme ça, à un haut niveau, ça peut affecter les deux sommets, mais les deux peuples vont continuer à se fréquenter, à se porter comme depuis la nuit des temps. Voilà. D'accord. Merci bien en tout cas d'avoir jeté ce regard là sur cette actualité qui a marqué en tout cas les Burkinabés cette semaine. Merci donc à vous, Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Merci aussi à vous, Olope Payet, sociopolitologue, chercheur au CNRST. On va nous poursuivre ce JDS, journal du dimanche soir, avec une autre actualité politique. Cette fois, cela concerne le CDP, le ministère de l'administration territoriale qui a finalement délivré le récépissé au Congrès pour la démocratie et le progrès à Edi Komboego. C'était vendredi 16 décembre, un an après la tenue du congrès qui devrait permettre son renouvellement. Nous y revenons dans ce reportage. Ce qui était tant attendu est désormais un acquis. Le récépissé du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Edi Komboego est en possession du récépissé. C'est avec un air détendu que Edi Komboego peut présenter le récépissé délivré par le ministère en charge de l'administration territoriale après une année d'attente entre bataille judiciaire et contestation suite à l'organisation du 8e congrès les 17 et 18 décembre 2021. Le parti politique est par essence même de débat d'idées. Je lance donc un appel à mes camarades de se ressaisir et de revenir pour qu'on puisse construire un CDP fort et conquérant. Notre peuple nous regarde, nous devrions donner cet exemple. S'il revenait, je demanderais à toutes nos structures, que ce soit la direction du parti ou les organes décentralisés, structures décentralisées, d'ouvrir largement les portes du CDP, pour que nous puissions les accueillir avec respect et humilité, comme je l'ai dit. La situation sécuritaire que traverse le pays des hommes intègres n'est pas occultée. En entendant la reprise des activités politiques, le CDP compte avec l'ensemble de ses militants et sympathisants à accompagner les autorités de la transition pour la réussite de leur mission contre les forces du mal. Travaillons d'abord à
appuyer par nos réflexions les organes de transition, d'abord à vaincre les terroristes, également concevoir un programme de développement pour que notre nation puisse être défendue, sécurisée et que l'on puisse développer des programmes de développement pour que les jeunes aient de l'emploi, les femmes aient de l'emploi, que nous réduisions le maximum possible les différences, la pauvreté. À l'ensemble des militants du CDP, le président Edi Kombouego invite chacun à plus de responsabilités et un appel est lancé à tous. Edi Kombouego appelle les militants à la construction d'un CDP fort et conquérant. Une paix durable, nous engageons dans cette voie-là. Et les jeunes qui m'entendent aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'un seul militant insulte un autre, encore moins le parti des militants des autres partis. Nous avons choisi le multipartisme. Ce sont des débats d'idées et non des injures. Et je lance un appel à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des appels violents de se retenir et qu'ensemble, personne n'a un amour plus profond pour le Burkina que l'autre. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous devrions nous unir plutôt que de nous diviser. Edi Kombouego dit avoir une pensée pour les FDS et les VDP qui se battent au quotidien pour la restauration du territoire national. Pour le président du CDP, les Burkinabés doivent s'unir autour de l'armée dans cette lutte contre les groupes armés terroristes. Retour sur ce plateau pour poursuivre ce JDS, journal dimanche au soir. On referme la partie politique pour une autre rubrique, c'est celle l'économie. Nous l'annoncions en titre, nous l'avons sur le plateau. Le président du comité exécutif de BBS Holding, Aruna Nikema, a été désigné, on le rappelle, le 8 décembre dernier à Lomé au Togo, lors de la 5e édition du Financial Africa Awards, Chief Executive Officer CEO de l'année 2022 pour l'Afrique. Le lauréat est arrivé, on se rappelle bien, le 13 décembre dernier, et vous avez pu suivre dans nos sessions d'information donc cette arrivée-là, salué justement à cette arrivée par d'autres hommes d'affaires burkinabés qui ont fait le déplacement du côté de l'aéroport international de Ouagadougou. Une distinction qui fait honneur au Burkina Faso. Et il faut rappeler qu'il a quand même été choisi CEO parmi 100 hommes d'affaires africains. Il est sur ce plateau avec nous. Bonsoir, Aruna Nikema. Bonsoir. Plaisir de vous recevoir. Moi aussi, heureux d'être avec vous. Plaisir partagé donc. Je suis aussi avec David Nana, puisque c'est la partie économie de ce JDS. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Quand on regarde le Financial Africa Awards, c'est bien un rendez-vous qui est attendu chaque année par le milieu des affaires et des finances, donc de l'économie africaine. Vous êtes d'abord nominé parmi les 100 hommes d'affaires qu'il y a sur le continent, donc les meilleurs, c'est la crème. Pour le Burkina, c'est déjà une fierté. C'est déjà une fierté. Et puis le 8 décembre, vous êtes désigné meilleur CEO parmi tous ces nominés-là. Dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu les choses depuis le début? Et puis, qu'est-ce que tout cela représente pour vous? D'abord, comment vous avez vécu toutes les choses ça, depuis le début? Écoutez, c'est de fortes émotions, mais permettez-moi d'abord de rendre un hommage mérité à ceux qui se battent pour nous, les FDS et les VDP sur le terrain, et qui nous permettent d'être là aujourd'hui pour parler de l'économie et parler des affaires. Alors c'est vrai, c'est une forte émotion, parce que j'ai été nominé parmi 100, comme vous le dites, et pour moi, c'était normal de me déplacer jusqu'à Lomé pour participer à cet événement. Non seulement suivre les panels organisés par le Financial Africa Award, mais aussi être à la soirée des galas. Mais j'avoue que je m'y attendais le moins, parce que dans la salle, j'ai vu des nominés qui étaient présents. Et c'était des grosses pointures de l'économie africaine et des affaires dans le monde des affaires. Et à un moment où ils ont dit que, on entend dans le micro bien sûr, de celui qui présentait la soirée, le prix du CEO africain. Franchement, je n'ai pas entendu mon nom. Je vous dis, je n'ai pas entendu mon nom. C'est mon voisin qui me dit, mais c'est de toi qu'on parle. J'ai dit, ah bon? Et c'est à ce moment que je vois mon image sur l'écran. On dit, mais est-ce qu'il est dans la salle?
je m'élève et je vais directement vers le podium. Donc c'était une émotion très forte. Mais une fierté. D'accord. Une fierté parce que je portais à ce moment-là le drapeau de mon pays. C'est ça. Et depuis lors, depuis donc ce prix, chaque fois que la presse internationale parle de cette distinction, on dit le Burkinabé Nikema Aruna. Et ça, c'est une fierté. Vraiment une fierté, ouais. Une fierté. Allez-y, David. Alors moi déjà, c'est vous dire félicitations, parce que comme vous l'avez dit, c'est une fierté au plan national, mais même continental. Mais j'aimerais un peu revenir aussi sur vous-même, votre parcours qui forcément force l'admiration. En 1996, vous créez BBS avec des filiales comme Burval. Vous évoluez petit à petit. Aujourd'hui, vous êtes présent, si je ne m'abuse, dans 8 pays africains. Mais on a envie de se dire, mais un parcours qui n'est pas évident. Et si vous nous parlez un peu de votre structure, mais aussi de ce parcours-là, qui de toute évidence n'est pas évident. Vous l'avez dit, c'est pas évident. Dans le monde des affaires, c'est pas du tout évident. Alors, il faut dire que ce parcours, il a été rêvé depuis que je suis en terminale. D'accord. J'ai été résilient en terminale parce que j'ai raté la première année, j'ai raté mon bac. D'accord. Et à ces vacances-là, je n'avais pas le droit aux vacances puisque je venais de rater mon bac. J'ai fait deux mois de gardiennage dans une société de gardiennage. Et c'était en Côte d'Ivoire. Et l'année qui suivait, j'ai eu mon bac. Mais je suis resté fidèle à ce poste de gardiennage parce que chaque vacances, je repartais à ce poste et ça arrangeait l'agent de sécurité qui était là puisque ça lui permettait de prendre ses congés. Et c'est comme ça que je faisais le gardiennage 2 mois chaque vacances pour me faire bien sûr un peu d'argent de poche pour revenir. Et par la suite, en deuxième année, j'ai monté en deuxième année de droit, puisque je suis juriste de formation, je n'ai pas fait de sécurité. C'est ça. En deuxième année de droit, j'ai monté donc une structure pour surveiller tout ce qui était spectacle. J'ai eu la chance de surveiller des grands artistes au Burkina ici. Et en troisième année, en année de licence, j'ai monté ma société de gardiennage. Donc c'est pour vous dire que c'est par amour pour ce que je faisais déjà que j'ai pu monter ma boîte. Et par la suite, bien sûr, il fallait innover, parce que j'aime bien mettre une petite touche d'innovation, il fallait innover. Donc de la société de gardiennage, nous avons en innovant en 2001 créé la société de transport de fonds qui est Burval. Donc Burval, et jusqu'à présent, n'est pas encore sur le Burkina Faso. Et on a la chance quand même d'être dans certains réseaux donc des associations. Et par ces associations, on voyage beaucoup dans la sous-région. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut qu'on s'installe aussi à l'extérieur du pays. Et on a commencé à installer notre structure hors du Burkina. Et aujourd'hui, nous sommes sur 8 pays. Donc 2 zones économiques, donc, et 3 zones monétaires. D'accord. C'est parce que vous parliez d'innovation. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'était en 2012, vous créez une école bien spécifique, parce que vous ne connaissez pas ça encore au Burkina Faso. Ça vous vient l'idée comment? Ben vous dites, il faut que je suis dans un secteur, il faut que j'apporte ma touche. Tout à fait. Alors tout à fait. Vous savez, quand on a une société qui fait de la prestation de services, les clients très souvent nous remontent donc leur mécontentement. Et c'est sur cette base-là que je me suis assis, j'ai dit mais il y a un problème. Il y a un problème parce que celui qu'on envoie pour surveiller notre client, il doit être professionnel. C'est cela. Et il n'y avait pas d'école de formation en sécurité privée au Burkina Faso. Voilà comment est-ce qu'on a décidé de créer notre école, l'Institut de management du risque au Burkina Faso. Okay. Ouais, pour répondre un peu à ce besoin-là. D'accord. Et quand on parle de sociétés spécialisées dans la sécurité, il faut dire qu'elles fleurissent. Moi j'ai quelques chiffres. C'est que depuis 2013, on parlait déjà, je dis en 2013, on dénombrait en gros 300 entreprises de sécurité dans le pays, dont 200 établies dans la seule ville de Ouagadougou. Donc on voit que en matière de concurrence, il n'y a pas 40 façons d'appeler, c'est vraiment fort. Comment est-ce que vous faites pour garder ce leadership là dans le domaine justement, et puis quel est le secret? Je pense que le secret, d'abord, il faut avoir envie d'être professionnel. D'accord. Donc, il faut mettre des procédures. Il faut mettre des procédures pour chaque fois innover. Donc, des procédures qui permettent de surveiller l'agent sur le terrain, des procédures qui permettent, au niveau même de l'administration, de toujours être à l'écoute du client.
parce que nos clients, ils ont besoin de ça. Et puis enfin, aussi, il faut pouvoir former nos agents. Mais ce qui est important dans une société de prestation de services comme le gardiennage, parce que notre capital il est humain, c'est la bonne gouvernance. Il faut que les agents ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient contents, il faut qu'ils aient envie de travailler et il faut qu'ils sentent un plan de carrière dans ce qu'ils font. Et je pense que peut-être c'est notre secret. Et c'est peut-être ça notre secret. D'accord. David ? D'accord, là on parle de sécurité qui majoritairement est constituée par la gestion de milliers d'hommes. D'ailleurs, le CEO, sa distinction particulière, c'est que c'est le leadership dans la gestion à un certain niveau. Il y a également le sens très poussé pour le développement de l'économie panafricaine. C'est sûr et certain que nombreux sont ces chefs d'entreprise, ces leaders qui rêvent aussi un jour, pourquoi pas, d'avoir ce prix-là. Mais la réalité, elle est toute évidente. Alors moi j'ai envie de savoir, bon, c'est pas dévoiler votre secret, mais comment on fait pour y arriver? Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour y arriver? Mais il faut être audacieux. Il faut être audacieux parce qu'aujourd'hui, comme je disais, l'économie, elle est continentale, elle est planétaire. On ne peut pas s'asseoir qu'au Burkina Faso pour faire ses affaires. Il faut aller au-delà du Burkina Faso. Il faut avoir de l'audace. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer parce que de toutes les façons, les frontières, elles sont matérielles. Mais au-delà de ça, nous avons des zones économiques qui nous permettent d'aller au-delà de nos frontières. Donc il faut dépasser ces frontières-là. Ensuite, il ne faut pas aller faire ce qui se fait déjà. Si vous allez à l'extérieur, faites quelque chose quand même qui est, comme je dis encore, innovation, innovation, innovation. Faites quelque chose qui n'existe pas. Si vous partez faire ce qui existe déjà à l'extérieur, c'est peine perdue. Donc, j'exhorte les jeunes entrepreneurs qui veulent, et je le souhaite d'ailleurs, qu'on ait un jeune entrepreneur burkinabé qui soit CEO de l'année prochaine, parmi les 100 qui transforment l'Afrique. Mais que ces jeunes entrepreneurs-là, ils aient de l'audace et qu'ils aillent à l'extérieur du Burkina Faso et qu'ils fassent des choses innovantes. Est-ce qu'il est arrivé que Nikema Aruna tombe ou chute parfois? Ah oui, bien sûr, comme tous les hommes d'affaires, ça, bien sûr, ça arrive. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler un peu de ce parcours-là, d'échanger avec des jeunes à l'université Thomas Sankara la semaine prochaine. D'accord. Donc je pense que ce sera une occasion aussi pour parler de ce parcours. Mais évidemment, il n'y a pas un homme d'affaires qui ne tombe pas. Mais comme je dis, chaque fois que tu tombes, c'est une opportunité pour te relever et aller de l'avant et aller plus fort. D'accord. Vous parlez du continent tout à l'heure et ce qui est important de se propulser, de ne pas rester seulement dans son carcan. En 2019, avec d'autres hommes d'affaires, vous avez créé l'association des hommes d'affaires investisseurs sans frontières, c'est ISAF. L'objectif, c'est d'abord de bouger donc ces hommes d'affaires-là pour qu'ils puissent capter les opportunités des zones qu'on a, zones de libre-échange, par exemple les CAF et tout. Est-ce que, d'abord parlez-nous de cette initiative, qu'est-ce que cela représente pour vous, se positionner ailleurs, se positionner sur le continent? Alors, Investir sans frontières, ISAF est une idée qui est partie avec un certain nombre d'amis, hommes d'affaires. On s'est rendu compte que lorsque tu t'élèves pour aller faire des affaires au-delà du pays, il est difficile parce que, à la différence de certains pays où il y a une cellule, il y a des pays où même où il y a carrément une cellule à la présidence qui suit les hommes d'affaires à l'extérieur. À cette différence, nous n'en avons pas. Okay. Donc il est difficile. Quand tu te lèves pour aller faire des affaires au Zimbabwe ou bien tu aller faire des affaires en Afrique du Sud, tu vas à la limite, excusez-moi, comme un orphelin. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller. Parce que pour moi, il est important qu'on chasse en meute comme des loups. Okay. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé Investisseurs sans frontières pour pouvoir aller au-delà de notre frontière et installer le maximum de clubs ISAF dans plusieurs pays de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur 5 pays. Nous allons installer le Sénégal en janvier, ça fera le 6e pays. Donc, on va installer le maximum, de sorte à ce qu'un membre de ISAF Burkina Faso, un membre de ISAF Mali, lorsqu'il veut aller faire une affaire au Cameroun, il appelle ISAF Cameroun pour dire qu'il arrive pour faire une affaire. Alors, on veut profiter donc de ce grand marché de la ZLECAf. Puisque vous savez, la ZLECAf, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard de consommateurs. Et ça, c'est un grand marché. Avec un PIB cumulé qui est autour de 3,4 billions de dollars. Donc, vraiment, c'est un grand marché. Et le Burkina Faso ne doit pas être en reste de ce grand marché-là que représente la ZLECAf.
D'accord. Mais justement, est-ce que les hommes d'affaires burkinabés adhèrent à cela? Parce que souvent, on aime son confort. Hein. On est ici, on dit on est champion, c'est bon. Est-ce qu'ils adhèrent à ça, à cette envie de se propulser, comme vous dites, là, hors des frontières et vraiment aller à l'attaque du continent? Tout à fait, ils adhèrent à l'idée. Nous avons eu des encouragements et ça va vous surprendre. Hein. Vous irez dans certains pays, vous ne pensez même pas avoir un homme d'affaires, un Burkinabé, vous aurez des hommes d'affaires burkinabés qui sont nantis, qui sont très bien installés. Mais ce qui est important, c'est qu'on le sache. Il faut qu'on sache qu'ils sont, que quand on va au Cameroun, ou quand on va au Congo, ou quand on va en Égypte, on peut avoir des hommes d'affaires burkinabés qui sont très bien installés et qui peuvent tirer les autres. D'accord. On pourrait prendre des heures et des minutes à vous écouter, partager votre expérience. Et ambitieux, c'est le mot que vous avez lâché pour ceux qui veulent suivre vos pas. Et justement, aujourd'hui, les prochains défis pour Aruna Nikema, c'est quoi? Alors, le prochain défi, déjà pour l'année qui suit, pour 2023, on compte faire beaucoup de meet-up. C'est-à-dire, on compte partager l'expérience que nous avons, parce que c'est important. On a beau faire un bac plus 7 ou un bac plus 9, l'expérience terrain quand même représente, je pense, 99% de ce que nous pouvons faire. Donc nous allons organiser ces genres de rencontres-là avec des hommes d'affaires aguerris, expérimentés. Ils vont partager leur expérience avec des jeunes promoteurs de PME, avec des jeunes étudiants qui sont en fin de cycle. Et ça, c'est mon projet pour 2023. Je vais bien investir, partager mon expérience. Ensuite, c'est une lourde responsabilité. Donc je ne vais pas m'arrêter maintenant. Et nous sommes sur 8 pays. On espère quand même en 2023 aller encore sur 2 autres pays de l'Afrique, notamment les pays anglophones. D'accord. C'était la dernière question. On vous souhaite donc plein de succès. Et moi, je ne vais pas vous laisser partir parce que quand même, on sait qu'il est très à l'aise avec le micro. Hein. C'est ça. Juriste de formation. C'est ça. Il est dans la sécurité et en plus, il est champion là-dedans. Mais en même temps, ça vous dit quelque chose, 6e dimension? Écoutez, c'est des grands souvenirs. C'est pour ça que je suis très heureux quand même. J'ai dit, j'invite tous les jeunes le 22 de ce mois à l'université Thomas Sankara. J'aurai une conférence pour partager mon expérience. C'est cela. Parce que 6e dimension, c'est une émission que j'animais sur Radio Énergie. C'est ça. Ouais, parce que j'ai fait de la radio. J'ai fait aussi de la télévision. Multimédia. Avec M. Jacobsou. Donc c'était les premières télévisions et puis les premières radios. Donc voilà. On sait d'où vient cette présence sur le plateau. Dans les jeunes frères comprendront aussi que quand on fait les choses, il faut les faire bien. D'abord, à Abidjan Vigile, il le fait bien, il est étudiant, il le fait bien, il entreprend, il le fait bien. Donc chacune des choses qu'on fait dans sa vie, il faut le faire bien. C'est ce qu'on retiendra. Ce qui mérite d'être fait doit être bien fait. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Aruna Nikema, encore toutes nos félicitations pour ce prix-là. On espère vous avoir encore pour d'autres prix et ça c'est clair. Merci. David, vous restez avec nous parce que la partie économie n'est pas terminée. Nous allons nous intéresser au budget d'exercice 2023 à travers un reportage. On sait qu'à l'orée de l'adoption de ce budget-là, donc, au niveau de l'Assemblée législative de transition, le CIRA-AFP, Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, a conduit une analyse citoyenne du projet de loi de finances initiale 2023. L'objectif était donc de mettre sur pied un outil de plaidoyer pour la société civile. Elle a d'ailleurs bénéficié du contenu de cette analyse au cours d'une conférence publique. C'était le jeudi dernier, donc 15 décembre à Ouagadougou. Nous y revenons dans ce reportage signé Fatimata Nikema. Le 30 novembre dernier, le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres le projet de budget exercice 2023. Un budget chiffré à 2600 milliards de francs CFA en recettes et 3200 milliards de francs CFA en dépenses. Un projet de budget donc avec un déficit de 600 milliards de francs CFA. Un déficit que le gouvernement compte combler par une mobilisation optimale des recettes et un endettement raisonnable. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CIRA-AFP, lui, doute de la capacité actuelle du pays de s'endetter à faible taux au regard du contexte économique actuel. L'économie est balbutiante, ce qui veut dire que la crédibilité économique du Burkina ne permet pas aujourd'hui d'espérer lever des fonds au niveau du marché financier international à des taux
raisonnable comme on l'aurait voulu ou à faible taux. Parce que c'est quand le niveau de risque est moindre ou est amoindri que les investisseurs acceptent de réduire le taux d'emprunt. Il est donc fort probable que le gouvernement ne parvienne pas à mobiliser la totalité de ce déficit budgétaire selon le CERAFP. Une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les investissements du pays. Pourquoi sur les investissements? Parce qu'au niveau des ressources propres, il y a seulement qu'un montant d'environ 273 milliards qui a pu être dégagé pour financer les besoins d'investissement en 2023. Donc autour de 21% des besoins d'investissement. Une analyse qui a amené le CERAFP à interroger l'affirmation de l'indépendance et la souveraineté de l'État burkinabé. Selon Herman Douagno, 86% des besoins d'investissement du pays est financé par l'extérieur. Il est donc difficile, selon ce dernier, de parler de souveraineté alors que le pays n'est pas économiquement indépendant. Il n'y a même pas d'action phare dans le budget que nous avons analysé qui montre qu'il y a une touche particulière de ce gouvernement au-delà des discours enflammés d'indépendance et de souveraineté revendiqués. Il n'y a pas une touche particulière qui montre que ce qu'on va résolument vers la rupture et la reconquête de notre souveraineté, de notre indépendance. Notons que le projet de budget exercice 2023 est essentiellement orienté vers les questions sécuritaires et humanitaires, avec une allocation d'environ 690 milliards de francs CFA pour la reconquête et la sécurisation du territoire national et environ 191 milliards de francs CFA pour répondre à la crise humanitaire. Occasion pour les conférenciers d'interpeller le gouvernement sur la bonne gestion de ces allocations. Retour sur ce plateau, nous restons toujours dans la partie économie de ce rendez-vous JDS. À présent, nous allons parler TIC, technologie de l'information et de la communication, en lien justement avec notre administration. C'est pour ça que nous sommes avec Madame Rasmata Kompanri Tiendrebergo, qui est directrice de l'intranet gouvernemental. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je suis toujours avec David Nana. On m'a dit que le décor il est planté. Dès lundi, on aura donc cette rencontre 4e du genre qui sera donc proposée avec ceux qui ont la question dans notre administration au premier chef qui seront donc réunis là-dessus. On sait que vous avez donc à la charge donc la gestion du réseau informatique national de l'administration publique qui permet donc aux agents de communiquer entre eux. Ça, c'est d'abord une réalité. Mais qu'est-ce qui a prévalu, justement, pour qu'on comprenne un peu votre direction? Qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de cette direction et puis quelles sont ses missions? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et il faut dire que le gouvernement du Burkina Faso a permis de mettre en place de façon progressive, en tout cas c'est une construction progressive depuis 1993, une infrastructure de communication large bande, je dirais, et qui converge la voix et les données. Et il a mis ça à la disposition de l'administration. Et cette infrastructure communément appelée le réseau informatique national de l'administration, avec l'acronyme RESINA, vous avez certainement dû entendre parler RESINA. C'est une infrastructure réseau qui existe, qui est présente dans les 13 chefs-lieux, 12 chefs-lieux de région, je dirais. Voilà, plus la ville de Tougan. On précise Tougan parce que bon, voilà. Et également, nous sommes présents sur 42 chefs-lieux de province. Nous sommes dans 42 provinces, bientôt 43, parce qu'on est en train de finaliser le raccordement d'une province pour cette année. Donc, ça veut dire que c'est un réseau beaucoup étendu qui est utilisé par plusieurs sites de l'administration publique. C'est-à-dire que ce réseau informatique permet de raccorder plus de 2000 bâtiments, de l'administration publique. Et c'est par le biais de ce réseau que l'administration communique, qu'ils partagent les ressources et qu'ils exploitent également les services du numérique. D'accord. David, donc, juste si vous permettez, donc c'est dans l'optique en tout cas de mieux gérer cette infrastructure que l'administration, je dirais le gouvernement a d'abord permis la création de l'Agence nationale de promotion d'éthique et dont la principale mission
entre autres, je dirais, les principales missions est d'opérationnaliser la stratégie nationale du gouvernement en matière de technologie de l'information et de la communication et également promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les domaines de développement tels que social, économique, scientifique et culturel. Donc la direction de l'intranet gouvernemental que je dirige a pour mission principale l'exploitation, le développement et la maintenance de cette infrastructure réseau que je viens de définir. Résina. Et également, nous avons également en charge l'exploitation, le développement et la maintenance des data centers de l'administration. Et nous avons encore la responsabilité d'assurer, de veiller à la sécurité des systèmes d'information de l'infrastructure de façon globale, du Résina, je dirais. Voilà. Et tout ce qui est question de raccordement, des projets de raccordement d'infrastructures, réseaux et systèmes, c'est également à notre charge. D'accord. Allez-y, David. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, elle est à deux volets. Premièrement, parce qu'on sait qu'un tel réseau nécessite une certaine qualité du système d'information, de communication dans notre pays, ce qui n'est pas forcément le cas. On a envie de se poser la question, est-ce que réellement nous avons les outils nécessaires? Et puis, les hommes, les agents qui doivent utiliser également ce système-là, est-ce qu'ils ont la connaissance nécessaire et qu'est-ce qui est fait également pour leur permettre de pouvoir les utiliser au mieux? Donc, effectivement, pour la gestion d'une telle infrastructure, il faut beaucoup communiquer entre les acteurs. Et nous avons réussi en tout cas à mettre des stratégies de communication, pour ne pas dire des outils de communication, plus précisément des outils de communication entre les différents acteurs. Et il faut dire que déjà, je dis c'est une infrastructure qui est un peu étendue sur le territoire national. Ça veut dire que nous ne disposons pas de représentation d'agences dans les différentes régions, mais nous avons réussi quand même à avoir des représentants des antennes, on dit les ARM, les antennes régionales de maintenance. Ils ne sont pas au nombre des régions, mais on a fait de sorte qu'on a essayé de découper par zone. On a 7 représentants actuellement qui essaient de couvrir un peu les zones de façon, voilà, on a une représentation au niveau de Bobo, une représentation, il était à Dori avec, il est actuellement à Kaya, et on a une représentation à Fada, à Tenkodoro, à Ouagadougou, et je pense que ça fait les 7, je ne vais pas compter, mais je pense que ça doit faire les 7. Voilà, donc on a 7 représentants qui sont sur place et qui ont la mission principale d'intervenir immédiatement s'il y a un problème. Voilà, là c'est la présence physique, mais en matière de communication également, nous avons mis des outils en place il y a des groupes qui réunit les différents acteurs, les principaux acteurs, notamment les responsables des services des systèmes d'information au niveau de l'administration. Et dès qu'il y a une information capitale, nous essayons de diffuser pour qu'ils en prennent déjà connaissance. Parce que l'infrastructure que nous gérons, c'est vraiment veiller à une disponibilité, assurer la disponibilité du service à tout moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher de voir des incidents de survenir, mais il faut la bonne gestion de l'incident. Donc déjà communiquer déjà sur l'incident à travers les outils que nous avons mis en place. Il y a les listes de diffusion, il y a les groupes également qui nous permettent de partager facilement ces informations. Et chaque année, nous faisons au mieux de tenir cette rencontre également qui est un cadre d'échange qui permet de réunir ces différents responsables des systèmes d'information de l'administration pour ensemble traiter les problématiques qui sont les leurs. Voilà. C'est vrai qu'on va revenir sur le rendez-vous qui commence donc lundi, 4e du genre. Mais lorsqu'on parle d'utilisation, parce que vous disiez tout à l'heure data, réseau et tout, bon, très souvent on a une administration qui fonctionne au papier. C'est ce que le Burkinabé, en tout cas, a comme impression de la façon dont il est géré quand il va dans l'administration. Donc le côté digital, le côté derrière TIC, il ne le sent pas encore assez. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est parce qu'on a encore, on a encore des agents qui ne sont pas forcément assez bien formés, parce qu'on sait que c'est très évolutif dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui est fait pour que jusqu'au bout de la chaîne, tout le monde soit impliqué? Et puis, comment est-ce qu'on recycle dans un secteur qui est si évolutif et changeant? D'accord. Il faut dire que les développements des services
du numérique, il faut d'abord la base. La base, c'est déjà l'infrastructure réseau qui doit permettre de communiquer. Donc, nous avons en charge cette infrastructure et l'infrastructure, à ce jour, est effectivement présente, en tout cas un peu partout, je dirais, sur le territoire national. Nous avons également en charge des projets qui ont permis de développer des services du numérique qui sont là, qui sont exploités. Et je dirais peut-être qu'il y a encore de la matière, il y a beaucoup à faire. Peut-être ce qui fait qu'on ne constate pas totalement. Sinon, nous avons au niveau de notre administration des outils qui facilitent le travail du fonctionnaire. Je dirais on a des outils que je peux citer. Par exemple, on a des systèmes de gestion du courrier qui permet, dès que le courrier arrive, vous le traitez de bout en bout sans que le support papier ne soit encore surtout pas. Et on a également une application de gestion des systèmes intégrés des missions qui vous permet d'initier une mission, de traiter la mission, toutes les étapes de validation avec tous les acteurs concernés jusqu'à ce que on valide, on dit c'est ok, il faut juste imprimer l'ordre de mission. Et c'est un système également qui permet de contrôler tous ceux qui partent en mission. On ne peut pas aller en mission en deux fois à la même période. Donc c'est des éléments qui sont également contrôlés. Et il y a tellement de services de ce genre. On a également le SIG EPE, qui est un système intégré de gestion pour les EPE, qui est également en exploitation actuellement. Et peut-être, c'est comme je dis, c'est tellement, la liste de besoins est tellement vaste que on a l'impression que rien n'est fait. Je sais également qu'on a un service en ligne également qui permet, c'est un ensemble de portails de services qu'on avait développé pour permettre aux utilisateurs également de demander certains services directement en ligne à travers, par exemple, le casier judiciaire qui n'a pas vraiment très bien marché parce que il y avait également les textes réglementaires en la matière qui devraient accompagner, qui n'ont pas été. Pour le moment, c'est tout ça aussi qui fait que des fois il y a certaines limites parce que au niveau législatif, au niveau réglementaire, il y a certains textes qui ne s'accordent pas. Par exemple, on s'est rendu compte qu'au niveau du casier, il y a certains, on ne peut pas le faire directement comme cela. Donc, il faut peut-être revoir les textes en la matière pour pouvoir le faire. Sinon, il y a des services en ligne. Dernière question sur le contenu justement de ce qui commence lundi. D'accord. Justement, parlant de ça, parce qu'il y a la difficulté hier, peut-être même l'utilisation par ces usagers, le service est là, il y a peut-être des réfractions. Justement, vous, avec l'Agence nationale de promotion d'éthique, ANPETIC, vous organisez lundi une rencontre 4e du genre, donc pour parler de ces questions-là. Alors, on aimerait bien savoir de quoi parlera-t-on lors de cette rencontre, de quoi s'agit-il et au sorti, qu'est-ce qui devrait ressortir comme résultat? D'accord, merci. Il faut dire que la 4e édition de la rencontre technique des DSI prévue demain a pour thème... DSI, nous avons les directeurs des systèmes d'information. D'accord. Donc les directeurs des systèmes d'information. Donc on a retenu le thème politique de sécurité des systèmes d'information du RISINA. C'est comme je disais tout de suite, c'est une infrastructure qui est mutualisée où plusieurs acteurs exploitent, l'utilisent et c'est une infrastructure qui va grandissante. Donc il y va de soi que nous prenons des mesures pour encadrer vraiment l'utilisation et permettre en tout cas une exploitation fiable et sécurisée. Donc la politique de sécurité que nous voulons que tout le monde puisse appliquer. Parce que la politique, je dis, c'est une infrastructure mutualisée, c'est-à-dire que nous avons l'attribution, je dirais, la mission de veiller, d'assurer. C'est au niveau central que nous gérons, mais l'infrastructure est également exploitée au niveau sectoriel par d'autres acteurs qui sont les directeurs des services, des systèmes d'information. Donc il faut que chacun puisse savoir quel rôle tenir pour vraiment contribuer à la sécurité de l'infrastructure de façon globale. Donc vous débutez demain, ça va se tenir sur combien de jours? Et l'activité est prévue se tenir demain. On avait, elle se déroulera du 19 au 20, du 19 au 20 décembre 2022. Et
En tout cas, le thème choisi, c'est bien la sécurité sur le système d'information. Merci. En tout cas, merci d'être passé pour nous donner plus de détails sur d'abord ce domaine-là et puis évidemment ce qui va commencer lundi prochain. En tout cas, merci Madame Rasmata Comparé, Tiendre Beogo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à David Nana pour cette partie économique qu'on a partagée ensemble. Merci bien à vous et bonne suite pour le JDS et au revoir aux téléspectateurs.